Bonjour à toutes et à tous. Après l'incroyable et très longue vidéo, j'en conviens, sur les meilleures séries de 2021, il est temps de faire enfin le bilan concernant les films. Et tout comme la précédente vidéo, si vous étiez déjà présent l'an dernier, ils sont 20 à y figurer. Mais qui de No Way Home, de Dune ou même d'un adversaire mystérieux se hissera en tête du podium? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Bon alors, comme je vous ai dit, l'an dernier, on va pas s'éterniser ici sur les pires films de l'année, on va se concentrer que sur le meilleur. Mais je vous ai quand même tiré un petit top 3 de ce qu'il ne fallait surtout pas aller voir au cinéma. À éviter, en 2022, il y avait Titan, Venom 2 et Monster Hunter. Voilà, maintenant c'est dit, vous pouvez en débattre vous en commentaire, je verrai plus tard ce que vous m'avez répondu. Et si vous voulez en savoir un peu plus dessus et pourquoi je les ai mis dans les pires films de l'année, je vous invite à aller voir les critiques que je vous ai sorties à leur sujet. On perd pas de temps et on commence directement avec la 20e place qui est attribuée cette année à Bac Nord. Un petit film dont beaucoup de gens, je pense, a entendu parler, surtout à travers la polémique qu'il a pu susciter l'an dernier. Le tout est ultra bien filmé, il y a de la tension tout au long du film et je pense que c'est un des rares films de cette année et à figurer dans ce top pour sa violence et son réalisme dont il fait preuve. C'est un film qui aborde un véritable problème de société, que ce soit d'un côté comme de l'autre de l'histoire qu'il aborde, et le trio Lelouch, Leclou et surtout François Civil portent tellement bien le film qu'ils méritent à eux trois une récompense. Un excellent trio, un film à couper le souffle, bref, un film que vous devriez voir au moins une fois cette année. À la 19e place de ce classement, on retrouve Jungle Cruise. À mon sens, le premier bon aventure-action comme on n'en faisait plus depuis l'époque de Benjamin Gates et de Voyage au centre de la Terre. Un film qui surfe aisément avec les contes et les légendes à la manière que La Momie le faisait déjà en son temps. C'est un road movie parfait pour la famille et ses airs de parc d'attractions le rendent encore plus attractif, c'est le cas de le dire. Bref, c'est un peu le Pirate des Caraïbes de 2021. En 18e, on retrouve un film de Zack Snyder. Et si je vous parle de zombies, je pense que vous avez déjà très certainement compris qu'il s'agit d'Army of the Dead. Un pur kiff visuel et surtout un petit bijou d'action qu'on peut se mater à tout moment et sans aucune pression. Et c'est, je pense, un film qui plaira facilement à tous les fans de zombies. 17e de cette liste, on change un peu de style pour se tourner vers un film d'animation mais qui reste tout de même dans le même registre post-apo et fin du monde. Je parle bien entendu des Mitchell contre les machines. Et dans ce beau film d'animation, on va suivre la famille Mitchell. Une famille un peu maladroite quand il s'agit de faire le lien entre les deux générations. Et donc, pour resserrer leurs liens familiaux, le père de famille a une idée de génie. Faire un road trip en famille en interdisant les écrans. Inutile de vous dire que le résultat est très fun, totalement décalé et barré, le tout sur fond de fin du monde. Mais ça, je vous laisse découvrir pourquoi vous-même. À la 16e place de ce classement, c'est un autre film Netflix que je vous ai retenu et que j'attendais à la base pas du tout, et il s'agit d'I Care a Lot. Pour ceux qui auraient vu Gone Girl, on y retrouve ici une Rosamund Pike en pleine forme dans le rôle de l'emmerdeuse totalement détestable et j'adore ça. Elle est trop bien dans ce genre de rôle. Vous verrez, c'est un thriller comédie délicieux, j'ai pas trop envie de vous en dire dessus, mais tout ce que je peux vous dire c'est que c'est vraiment sadique et c'est le plaisir coupable de cette liste. En 15e position, je vous ai mis un film beau, mignon, tendre et touchant. Bref, le film qui va vous faire chialer et j'ai nommé Minari. C'est un film poétique dans lequel vous allez suivre Steven Yeun, alias Jacob, un Coréen qui a décidé de vivre aux États-Unis et donc de quitter son pays d'origine avec sa famille pour vivre le rêve américain. Seulement voilà, tout ne va pas se passer comme prévu et il y aura plusieurs complications. C'est pas le film le plus gai que je vous propose aujourd'hui, ça j'en suis sûr, mais par contre c'est un des films les plus beaux qu'il m'a été donné de voir cette année et je suis un peu triste
que peu de monde en ait parlé. 14e de cette liste, vous allez retrouver Ryan Reynolds dans Free Guy. Et alors là, on change totalement d'univers pour se tourner vers le monde des jeux vidéo. On y suit Guy, un personnage non joueur faisant partie d'un jeu vidéo et qui en a un peu marre de ce que lui fait subir son utilisateur. Mais voilà, tout va changer du jour au lendemain pour lui au moment où il va se rendre compte qu'il est prisonnier d'un jeu vidéo. Le concept est fun et amusant, c'est le rôle parfait pour Ryan Reynolds et franchement, on passe un bien meilleur moment que Ready Player One. Voilà, maintenant j'ai fâché tout le monde. À la 13e place du classement, on vient se nicher un film beaucoup plus récent et en rapport avec une petite balle jaune. Vous l'avez deviné, c'est La Méthode Williams. Alors, vous ne savez peut-être pas, mais petite info comme ça sur moi, je suis fanat de tennis depuis ma plus tendre enfance. Que ce soit en tant que spectateur ou en tant que joueur, j'adore ce sport qui m'a quasi tout apporté pendant toute ma vie. Et j'avais donc une très grosse attente concernant ce dernier film, et pour ma part, j'ai pas été déçu. Ici, c'est donc sous la forme de biopic que nous allons retrouver un Will Smith exceptionnel dans le rôle du père de Venus et Serena Williams. Un biopic qui nous explique comment un père de famille dans lequel personne n'aurait cru, a réussi à mettre tout en œuvre pour ses deux filles et suivre le plan qu'il aurait écrit à la lettre pour elles à leur naissance et faire de ces deux filles les deux plus grandes athlètes que le monde ait jamais connues. C'est un film très émouvant, dur et beau à la fois et honnêtement, si vous l'avez vu, vous savez que je ne mens pas quand je dis que c'est peut-être l'une des premières fois que Will Smith mérite réellement un Oscar à mes yeux. En 12e position, on retrouve aujourd'hui Un espion ordinaire. Vraiment pour moi la masterclass de Benedict Cumberbatch cette année. Il s'agit d'un biopic qui se déroule dans les années 60 et dans lequel vous allez découvrir Greville Wine, alors un simple commerçant qui s'est fait engager par le MI6 pour voler des documents et jouer le rôle d'un espion lors de ses voyages en Russie. C'est un film prenant et surprenant avec une histoire tellement folle et tellement surréaliste qu'elle pourrait faire partie aisément des meilleures histoires de guerre contées par la chaîne Mamitwink. Cruella, tout simplement ce mot-là, parce qu'il s'agit tout simplement du meilleur Disney en live action depuis La Belle et la Bête. Et peut-être même le seul qui a pour moi une utilité. Et pourtant, Dieu sait combien j'ai des doutes et combien sur cette chaîne j'ai fustigé tous les remakes en live action de Disney. Vous suivez ici Emma Stone alias Estella Miller, future Cruella, une créatrice de mode digne des plus grands et qui travaille pour la maison de la baronne. Seulement voilà, la baronne est une horrible bonne femme façon Miranda dans Le Diable s'habille en Prada et elle est incarnée ici de la meilleure des manières par la sublime Emma Thompson. Quasi à deux doigts d'effacer le dessin animé original, nos deux Emma vont se voler à tour de rôle la vedette du film. Et c'est bien la toute première fois pour Disney que le mot remake prend tout son sens. Bref, un émerveillement et un pur bijou du début à la fin à voir sans hésiter. On en arrive enfin et maintenant à rentrer dans le vif du sujet. À votre avis, qui se trouve dans le top 10 des meilleurs films de l'année? Et à votre avis, surtout, qui en est le premier? N'hésitez pas à parier maintenant, là, tout de suite en commentaire et à revenir voir juste après si vous aviez raison. À gagner, il y a mon amour et mon amour sincère, pur et dur. C'est déjà pas mal, non? Et voilà donc le 10e film sur la liste qui se fait tant attendre. Il fallait marquer le coup et je pouvais difficilement passer à côté, surtout que je suis retourné le voir au cinéma plusieurs fois tellement je l'ai adoré et il mérite totalement sa place dans ce top-là. Il s'agit, bien entendu, de The Suicide Squad. 5 ans après l'opus totalement raté de David Ayer, on peut se le dire, les rênes de la licence ont été confiées au cerveau exceptionnellement barré, barjot et excentrique de James Gunn. Dans un registre bien plus barré, bien plus fun, bien plus coloré, bien plus tout, on va suivre la nouvelle Suicide Squad formée par Harley, Bloodsport, King Shark et Pacemaker. Et ils vont se reconstituer cette fois-ci pour s'attaquer au projet Starfish. Constitué d'un casting explosif à faire rougir Marvel, c'était un peu la grosse attente du côté de chez DC cette année et miraculeusement on peut s'étonner et se réjouir du fait qu'elle fonctionne à merveille. En 9e position, et alors là je vais m'attirer les foudres de guerre de tous les cinéphiles venus des quatre coins de la Terre
clair pour me dire que c'est une grosse bouse et que j'ai fait l'erreur du siècle, mais pourtant je le fais bien, je le dis aujourd'hui. En 9e position, j'ai mis Matrix Résurrection. Et je sais que ça va choquer puisque, bizarrement, c'est un peu le Star Wars 8 de l'année 2021. Soit on aime, soit on déteste, il n'y a pas d'entre-deux. Mais bon, pour ma part, et même si c'est un petit peu avec 20 ans de retard, j'ai adoré ce retour en force de Neo. Et franchement, il n'y a pas à dire, il y a vraiment un lourd travail d'orfèvre qui a été effectué sur cet opus. Que ce soit sur sa mise en scène, sur ses cascades, sur les jeux de lumière, ou même encore certaines scènes que je considère comme déjà cultes dans la saga, Lana Wachowski à elle seule a eu le culot de revenir et de nous offrir enfin une véritable fin pour nos deux personnages principaux, surtout après la déception du 3e opus. Bref, un film de légende à la hauteur de Matrix Reloaded, même s'il ne dépasse pas le 1. On était obligé de passer par là. Et je pense que vous avez déjà tous deviné qui se trouve à la 8e place. Et oui, No Way Home fait forcément partie de mes meilleurs films de l'année. N'en déplaise à tous ceux qui ont bâché le film sous prétexte qu'il était trop fanservice. Et pour ma part, j'ai juste adoré. Il s'agit de l'un des meilleurs live-action Spider-Man juste après Spider-Man 2. No Way Home est tout bonnement fantastique et un accomplissement total pour la saga, même s'il fait beaucoup appel au fanservice, c'est vrai, mais on peut difficilement bouder son plaisir devant. Une régalade pour quiconque est fan de la petite araignée sympa du quartier. Seul réalisateur à apparaître 2 fois dans ce top, et oui, Zack Snyder, c'était son année. Et il revient derrière la caméra pour nous rendre ni plus ni moins que la version ultime de Justice League. Vous l'aurez compris, la Snyder Cut est en 7e position. Ici, on fait donc face à un film bien plus sombre que sa version cinéma. Et même si le synopsis du film ne change pas, le film est beaucoup moins drôle que la version de Joss Whedon et tout est beaucoup plus épique ici. Et vu que le film est séparé en 7 chapitres, ça permet largement d'en profiter autant au format série que de film. Bref, cette Snyder Cut bénéficie en tout point là où la version cinéma échouait et vous n'avez aucune raison pour passer à côté. Le meilleur film de super-héros de l'année. À la 6e place, oui, il est enfin là, je vous rassure, le film que tout le monde attendait, que vous avez vu sur la miniature, il s'agit de Dune de Denis Villeneuve. Stratégie, trahison, alliance et guerre rythmeront le film à la manière de Game of Thrones et c'est une pure claque visuelle à chaque nouveau plan. Tout est fait ici pour donner un très grand film aux côtés duquel il faudra pas passer à côté, un peu de la même manière que vous l'avez fait à l'époque quand vous avez découvert Star Wars. Enfin, nous y voici, le top 5, plus que 2 films avant d'arriver au podium. Et en 5e de cette liste, je vous ai mis Kaamelott premier volet. Se déroulant 10 ans après les événements de la série, on y retrouve un Arthur frêle et fatigué, mais qui veut tout de même retrouver sa place à la table ronde et Excalibur. Le tout entouré et accompagné par ses meilleurs acolytes et ses chevaliers qui n'ont jamais cessé de le chercher et qui n'ont jamais douté de lui. Alors s'il y a quelques petites coquilles dans le film qui témoignent encore du fait que c'est la première fois pour Alexandre Astier derrière une aussi grosse production, il s'agit tout de même d'une superbe suite qu'il nous offre ici à des millions de fans 10 ans après. Une suite réalisée dans les règles de l'art, que ce soit au niveau des décors, des costumes, de la mise en scène ou même de la bande sonore qui est un des maîtres mots du film. Bref, on sent que les choses n'ont pas été faites à moitié et il y a beaucoup d'attentes pour la suite. 4e et dernier film de ce top avant d'entamer le top 3. Et il s'agit du dernier James Bond, alias No Time to Die. Et pour sa dernière apparition dans le rôle de James Bond, les choses ont été faites en grand. Retour des gadgets, nouveau format, réalisation qui change du tout au tout. On ne peut pas dire que Cary Fukunaga se repose sur les épaules de Daniel Craig pour que ce dernier film marche. Et il aura su assumer avec justesse et précision la nouvelle direction qu'il entreprend de la saga vers une égalité entre James Bond et ses James Bond Girls. Bref, inutile de vous dire que c'est une véritable prise de risque que j'ai plus qu'adoré. Ça y est, le top 3 tant attendu est enfin là et on va enfin pouvoir vérifier ensemble si vous aviez vu juste. Et il ne se fait pas attendre puisque la 3e place est attribuée
attribué à Luca. Merveille de film d'animation qui sort pile au bon moment de l'été pour nous donner un film rafraîchissant avec l'interprétation qu'il a de l'Italie. C'est d'une part une très bonne réussite pour son animation, ses couleurs chatoyantes, sa représentation fidèle de l'Italie, mais c'est aussi l'une des premières fois où dans un film où on représente un pays étranger, on ne s'est pas basé uniquement sur des clichés. Je peux vous assurer que le voyage est quasi parfait. Bref, c'est un petit bijou et qui aux côtés de Lao, Wall-E ou encore Ratatouille se rapproche facilement de mon top 3 des meilleurs Pixar. Sur la deuxième marche du podium, cette fois-ci, on retrouve un film totalement différent et surtout un des films qui me tient le plus à cœur cette année et qui m'a fait chialer. Je vous parle de Sound of Metal. On y suit Riz Ahmed en batteur pour un groupe de métal qui perd progressivement l'audition et qui se retrouve totalement perdu dans un monde différent de ce qu'il connaît. Désormais privé de son ouïe et devant tout réapprendre à l'aide de ses mains, on va suivre depuis son point de vue sa pleine rédemption à travers un film qui se trouve être une véritable expérience sensorielle à part entière. Beau, touchant et émouvant, c'est sûrement l'un des plus beaux films de cette année et je suis très content de ne pas l'avoir manqué au cinéma. Et donc, la première position, le film qui pour moi est le meilleur de l'année 2021, est une rom-com qui n'est même pas sortie au cinéma mais sur une plateforme de streaming et sur Amazon Prime Video, et il s'agit de Palm Springs. Vous y suivez Christine Milioti et Andy Samberg dans une rom-com totalement fun et barrée au milieu du désert de Californie. Tous les deux sont des invités à un mariage se déroulant à Palm Springs, seulement il va y avoir un petit souci et ils vont se retrouver piégés dans une boucle temporelle. Palm Springs ne se contente pas de copier Un jour sans fin, mais il se le réapproprie, le malaxe et le forme à sa manière pour l'améliorer et le remettre au goût du jour. Ajoutez ça à l'humour parfait d'Andy Samberg et à son duo fantastique avec Christine Milioti qui marche du feu de Dieu, ça donne l'un des films les plus plaisants, les plus décalés et les plus fun de cette année. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous avez mis en 3 premiers et quels sont pour vous les meilleurs films de l'année 2021. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, ce serait l'un des meilleurs cadeaux que vous me feriez en ce début d'année. Prenez soin de vous et comme d'hab, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.